Télécom ParisTech, je crois qu'il n'y a pas que des étudiants de mon école ici, donc j'en profite pour me présenter. Donc je suis très très heureux d'accueillir Serge Brochwick, qui est la guest star de ce soir, accompagné de quelques, si j'ai bien compris, quelques ingénieurs qui travaillent donc, dans le groupe LVMH. Alors, je suis très content qu'il soit là ce soir, d'abord parce qu'il est diplômé Télécom ParisTech. De la promotion 84, et en fait on est copains de promo. Voilà. Donc on se connaît depuis 30 ans à peu près, hein, voilà, mais même 35 parce que faut pas dire. faut pas dire, voilà. Donc je suis vraiment très heureux. Alors j'y suis pour rien s'il est venu, il a d'autres relations à l'école donc qui se sont fait fort de le faire venir ce soir. Et Serge, je pense que tu as peut-être prévu de parler un peu de ta carrière avant LVMH. Pas beaucoup. Oui, si, un petit peu. Voilà. Il faut raconter comment on arrive là, c'est ça. Voilà, comment on arrive là. Alors simplement, juste pour dire, j'avais été bien inspiré parce que j'ai une feuille de chou que je sors tous les 6 mois et qui est plutôt destinée aux diplômés qu'aux élèves. Donc vous ne l'avez pas forcément vu, même si elle est sur des présentoirs à l'école. Pour ceux qui fréquentent quand même un peu les couloirs de l'école, enfin j'espère qu'il y en a quelques-uns. Je parle de mes élèves, bien sûr, les autres. Et il se trouve simplement que Serge avait inauguré une rubrique que j'ai créée en 4e de couverture de cette lettre qui s'appelait « Les télécoms mènent à tout ». Et je trouvais sympathique, effectivement, d'expliquer comment, en étant ingénieur télécom, on pouvait arriver chez LVMH. Et donc, je lui laisserai le soin d'expliquer comment. Et puis, vous verrez qu'il y a d'autres ingénieurs qui finissent, ou qui débutent d'ailleurs, ou qui travaillent en tout cas chez LVMH. Et je trouve très, très bien que le club Télécom et Finance, enfin Télécom et Finance, Business et Finance, de Télécom ParisTech est proposé à Serge de venir. Je vous rassure, je serai très court, hein, ceux qui me connaissent savent que je suis bavard, mais je serai court parce qu'on prétend que les télécoms mènent à tout, comme je l'ai écrit, le numérique est partout, et donc je trouve que Serge va vous expliquer comment il en est arrivé à LVMH, mais il nous semble assez archétypal, on va dire, du fait que aujourd'hui, quand on fait une école d'ingénieur, et je crois qu'il n'y a pas que des diplômés de Télécom ParisTech ce soir sur la tribune, mais quand on fait, une formation d'ingénieur, ben oui, on peut aller exercer des métiers dans tous les types d'entreprises et tout type de métiers dans tout type d'entreprise. Voilà, donc je vais laisser la parole à Serge qui va prendre la main, présenter ses collègues, déclencher auprès des élèves, parce que c'est eux qui ont organisé la vidéo, les PowerPoint, etc. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, mais je reste là. Bon, Yves, merci. Ça, je vérifie ce qu'il dit, notamment ce qu'il dit de ce qu'il a retenu quand il est passé à l'école. Il faut beaucoup se méfier de ce que disent les anciens, de ce qu'ils ont retenu quand ils sont passés à l'école en général, parce que... C'est la vente, comme on en cours. Bon. Yves, merci. Juste, en 2 mots, je suis accompagné d'Emmanuel Fabre, qui est la DRH de Christian Dior. Il n'y a que des gens de Christian Dior couture ici, d'accord? Donc, c'est la maison qui fait les robes, les sacs, les lunettes, les accessoires de mode. Et voilà, enfin, mon équipe, femmes et hommes, de la tête aux pieds. On fait par exclusion, c'est pas le parfum et la beauté. Voilà. Donc je suis accompagné d'Emmanuel Fabre, d'Arnaud Olivari, hein, qui se présentera tout à l'heure, donc qui est au contrôle de gestion chez Christian Dior Couture, de Axel Henry, qui est la supply chain depuis quelques années, il vous expliquera aussi tout ça chez Christian Dior Couture, et de Luciana, mais en nom de famille Gois, G-O-E-S. Gois, Luciana Gois, qui nous a rejoint voilà, très récemment. Elle vous expliquera son parcours et elle travaille comme trading manager dans notre concession du Bon Marché. Voilà. Donc, voilà. J'avais même un 4e en vue, on s'est venu à 4, avec un autre ingénieur qui est lui au développement des matières à la maroquinerie. Ça aurait été très intéressant. Vous avez vu, on est venu avec une palette de responsabilités. Voilà. Moi, je suis directeur général de Christian Dior Couture depuis quelques années, et j'y reviendrai, je vous expliquerai plus en détail sur ce que j'y fais. Voilà, je vous propose de commencer par un film, juste pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous changer de la théorie du signal et du big data. Bon voilà, ça c'est une année chez Dior, résumé, hein, juste pour vous donner une idée de ce qui peut s'y passer, que ce soit bien sûr les défilés, on voit beaucoup de défilés, il y en a 8 par an, 2 hommes, 6 femmes, des ouvertures de magasins, des expositions, des inaugurations d'usines, de la création de produits, bien sûr, énormément, beaucoup de campagnes de publicité, enfin, voilà. Voilà un peu ce qui est résumé en quelques images.
peut-être, Emmanuel, vous pouviez nous dire en introduction la place des ingénieurs chez Dior, chez LVMH, pourquoi on est ici et est-ce qu'effectivement on en a quelques-uns? Peut-être d'abord pour vous donner une petite idée de ce que représente Dior Couture dans le monde, c'est un peu plus de 5000 collaborateurs. 3000 d'entre eux travaillent dans le retail. Oui, pardon, vous n'entendez pas? Comment on va faire? Il faut parler très fort ici, il y a du micro. Le micro quand on les demande. Au bureau des élèves, là. Alors plus fort, Emmanuel. Alors plus fort. Donc pour vous donner une idée un peu de ce que représente Dior Couture, Dior Couture c'est un peu plus de 5000 collaborateurs, dont 3000 personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle le retail, donc dans les métiers du commerce et autour du commerce. Alors c'est bien sûr un siège à Paris avec toutes les fonctions de création et de développement produit et toutes les fonctions support. Et puis ce sont des sites, des ateliers, des sites de fabrication, de production en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse. Et des magasins dans le monde entier, sur tous les continents. On a à peu près 200 boutiques, voilà, pour vous donner un peu une idée de la cartographie de l'entreprise. Alors aujourd'hui, notre population ingénieure est encore trop faible, et c'est aussi une des raisons de notre présence ici. C'est pour vous convaincre de nous rejoindre. On a 28 ingénieurs au sein de la maison, un profil issu d'écoles d'ingénieurs, ce qui représente à peu près 2% de notre effectif cadre, donc ce qui n'est pas beaucoup. Mais en revanche, il représente 30% de l'effectif de notre comité de direction. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en tout cas, ils ont un bel avenir dans la maison. Dans les deux premiers postes. Dont les deux premiers postes, puisque notre président est un centralien et Serge, ici présent, en technique et télécom. Donc voilà, donc de belles carrières en perspective en tout cas dans la maison. Et sur ces 28 ingénieurs, les femmes sont peu représentées puisqu'elles ne sont que 9, donc ce sont beaucoup d'hommes. Ce qui est bien parce qu'on essaye aussi d'attirer des hommes dans les métiers de la mode et de la création, et naturellement ce sont plutôt les femmes qui viennent à nous, puisqu'au total elles représentent quand même 60% de notre effectif. Voilà pour les chiffres. Et alors pour vous donner quelques éléments concernant le groupe LVMH, alors évidemment Plus fort. ils sont plus nombreux puisqu'ils sont 1000 et ils représentent 4% de l'effectif cadre. Voilà. Donc un peu plus représenté Voilà, dans ils le sont reste de davantage représentés dans le reste d'LVMH. Parce que dans le groupe LVMH aussi, il y a d'autres métiers que la couture qui peut-être attirent davantage les vins et spiritueux. Voilà. D'autres métiers qui peut-être attirent davantage les métiers des ingénieurs, les profils d'ingénieurs. D'accord. Bon, je crois qu'à ce stade, on va un petit peu se présenter. Ah, donc je vais commencer, puis je passerai la parole à mes trois collègues pour vous donner voilà, une idée de parcours professionnel. Vous aurez chacun le vôtre, et, bon, et ça sera probablement comme pour nous tous une suite de hasard. C'est-à-dire, voilà, donc moi je suis effectivement rentré à l'X en 79 avec Yves. Je suis sorti dans un rang moyen, et contrairement à Yves, donc démissionnaire comme on dit. À l'époque, il fallait faire une école d'appli, c'était obligatoire. Je rêvais à l'époque de satellite, ça me plaisait bien. J'avais donc ce qu'on appelle un pré-contrat à l'époque avec Thomson. Je crois que cette boîte Thomson Espace fait partie d'Airbus maintenant. Après être passé par Alcatel. Ou Astrium peut-être plutôt. Ouais, je sais plus. Enfin, c'était à Toulouse qu'on fabriquait ces satellites. C'était et donc j'ai fait les télécoms. Voilà, ça me paraissait bien, l'espace, télécom, ça me faisait rêver. Et comme j'étais, je sais pas, à un moment un petit peu ras-le-bol quand même d'avoir uniquement le côté hard, je m'étais inscrit à Sciences Po en même temps. Voilà. Donc j'ai fait les deux en même temps. Je cavalais à l'époque, je ne sais pas comment j'arrivais à me garer avec ma voiture rue Saint-Guillaume, mais j'étais entre la rue Saint-Guillaume et ici, je jonglais. Hein.
Donc j'ai fait aussi sérieusement que possible les deux. J'ai eu les deux diplômes. Et donc je suis sorti un peu avec cette double formation, ingénieur et business. Je suis rentré, j'ai été embauché par... Alors je ne suis pas allé finalement faire mes satellites. J'avais fait 2 stages. Un pendant l'été, entre la 2e et la 3e année au Télécom, à Toulouse. Et là j'avais fabriqué un modem avec un fer à souder. Donc ça c'était plutôt marrant, mais bon voilà. 2 mois à Toulouse à faire un modem. Et puis, en revanche, ensuite, j'avais fait un stage au service marketing à Courbevoie. Et là, je me suis dit, oh non, je sais pas, je sentais pas le truc. Il y avait un satellite par an à faire, ou 2. Quelquefois, ils perdaient l'appel d'offres. Enfin bon, je sais pas. Puis les gars du marketing là-bas, je sais pas, le marketing, là, ça me paraissait pas du tout l'endroit où faire du marketing, les satellites. Donc, j'ai renoncé et j'étais de nouveau sur le marché. À l'époque, évidemment, les offres d'emploi, ça tombait un peu de tous les côtés. Et j'en ai eu 3, IBM, Hewlett-Packard et Schlumberger. Et j'ai choisi Schlumberger parce que c'était à Montrouge, à côté, et j'avais ni envie d'aller à Grenoble chez Hewlett-Packard, ni à Nice. Tout ça, c'était trop loin, j'avais ma copine ici. Enfin, C'est pas des bonnes motivations. non, non, écoutez, je vous raconte la vérité. Et je suis rentré dans un labo de recherche en génie logiciel. Et je me suis retrouvé à Montrouge, j'avais un ordinateur, un type en face de moi qui était mon patron, et on était là, et vous avez ce programme de génie logiciel qui buguait tout le temps, je ne sais plus sur quel langage, et en tout cas, c'était l'horreur. Absolument l'horreur. Je dis, je ne peux pas faire ça toute ma vie, je m'ennuyais à mourir, il y avait juste le gars en face, il y avait un silence de mort, et se tentant on compilait le truc, c'était horrible. Et au bout de quelques mois, je suis allé voir le DRH de Schlumberger, j'ai dit, je me suis bourré, Philippe, je crois qu'il faut que je fasse du commercial. Ça va me plaire beaucoup plus, j'ai besoin de voir des gens. Et il m'a trouvé un job d'ingénieur commercial chez une boîte qui est devenue très célèbre. C'était une filiale de Schlumberger qui faisait des cartes à puce et des terminaux de paiement. Une start-up de Schlumberger. Et à l'époque, donc elle faisait des publiphones. Vous savez plus ce que c'est qu'un publiphone, c'était un téléphone à carte. Là. Et des terminaux de paiement et des cartes prépayées pour la DGT, pour France Télécom. Et cette boîte est maintenant au CAC 40. Donc, je suis très très fier de dire que j'ai démarré là-dedans, puisqu'elle s'appelle Gemalto. Voilà, vous connaissez sûrement, certains d'entre vous travailleront chez Gemalto. Et c'était déjà le leader mondial de la carte à mémoire, mais c'était un tout petit business. Et c'est devenu maintenant un leader mondial des systèmes de sécurité, des contrôles d'accès, etc. Donc Gemalto, puisque ça a fusionné avec... Ça a été spin-offé par Schlumberger sous le nom d'Axalto, et ça a fusionné avec son concurrent qui s'appelait Gem+, devenu Gemalto. Voilà. Olivier Piou. Donc voilà, et là j'ai fait du commercial, et ça m'a beaucoup plu. J'étais sur la route, je m'occupais des terminaux de paiement, et donc je faisais la route, et on vendait ça aux banques à l'époque. Puisque les banques achetaient les terminaux pour les placer gratuitement chez les commerçants, pour encourager l'usage de la carte bleue, de la carte à puce, à la place du chèque, puisque le chèque était rudement cher aux banques, et à l'époque, la carte, les gens n'utilisaient pas beaucoup. Donc, il fallait qu'on puisse l'utiliser, donc on installait tous ces terminaux chez les commerçants. Voilà, donc j'ai fait ce job-là, et ça m'a énormément plu, le côté commercial, le côté négociation. C'était à l'époque, beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs rentraient chez IBM comme ingénieur commercial. Vous voyez, c'était la mode, ingénieur commercial, on faisait des belles carrières comme ça. Donc moi j'étais ça dans cette petite boîte qui s'appelait Schlumberger. Assez vite d'ailleurs, je vous raconte une autre histoire, c'est l'époque où, c'est quand même assez loin, où IBM invente l'IBM PC, hein, qui est une vraie révolution. L'Apple II existait déjà, Steve Jobs avait déjà fait des siennes, et IBM détache un certain nombre d'ingénieurs dans une espèce de task force pour leur dire, bon, nous on fait que des gros systèmes, il faut qu'on invente un personal computer, c'est très important. Et donc les gars, en quelques mois, avec l'aide de Bill Gates et d'Intel, se mettent ensemble et sortent ce truc qui a quand même été, qui existe toujours malgré tout, autour d'Intel et de Microsoft. Donc
ils font ça. Et du coup, ça m'a inspiré, j'avais 25 ans, hein, et je vais voir mon patron, je lui dis, mais notre terminal que je vends là, il est cher, il tombe en panne tout le temps. On a un concurrent qui s'appelle Ingenico, qui déjà était un concurrent qui existe toujours, bien sûr. Et si on veut être compétitif, il faut inventer un nouveau terminal et qui soit beaucoup moins cher. Et je propose de faire la même chose que chez IBM. On va faire la task force et avec les gens de la qualité, les gens de l'industrialisation, les gens de la production, la R&D, etc. Et tous ensemble, on va se mettre dans une pièce, du marketing, moi je suis le commercial, et on va faire travailler ensemble et ça va sortir le terminal beaucoup plus vite. Parce qu'il mettait en général 2 ans pour sortir un nouveau terminal. Et donc on a travaillé comme ça. J'étais plus jeune, j'avais 25 ans. Et puis il y avait les expérimentés, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et finalement ils ont joué le jeu. Et on avait, une fois par semaine, on se voyait, on faisait un débrief de où on était, on faisait un compte rendu, les infos passaient super vite en latéral comme ça. Et on a développé ce terminal en 1 an au lieu de 2. Et on a divisé le prix de l'ancien par 3. Et on a fait le leader du marché. On a lancé ça, c'était un succès formidable. Voilà, je vous raconte cette histoire, c'était amusant. Donc j'ai fait ça quelques années, et puis j'ai rencontré une copine de promo, Catherine Musset, qui était une égérie de promo, dessinée par Cabu dans cette planche qu'on a tous revue, l'infortuné Cabu. Et donc Catherine me dit, ah je suis chez McKinsey, c'est formidable. Alors ça je crois que McKinsey c'est des gens que vous allez voir, qui viennent ici de temps en temps. Et voilà, le conseil, c'est formidable. Bon, voilà, j'ai posé ma candidature et j'ai été pris dans le cabinet McKinsey, où je suis rentré comme consultant et puis chef de projet. Ils m'ont envoyé à New York 1 an d'ailleurs, en short-term move. Voilà. Bon, McKinsey, ils vous raconteront mieux que moi ce que c'est. En tout cas, ça m'a plu. Ça m'a évidemment développé les idées, si vous voulez, quelque part. On élargit le monde dans ce genre d'endroit, l'international, des boîtes dans différents métiers, différentes fonctions dans l'entreprise. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette période. Et il se trouve que j'ai rencontré, après mon retour de New York, donc un partenaire qui s'appelait Peter Child, avec qui je travaillais sur Euro Disney, c'est plutôt bien passé. Et puis, un jour, il m'appelle, il dit « Ah, t'es libre, ça tombe bien, il faut qu'on fasse une proposition à LVMH. Ils ont un problème dans le champagne, donc c'était en 92. Il y avait eu la guerre du Golfe, grosse crise mondiale, économique, et le champagne avait souffert, il y avait du surstock, etc. Et donc, voilà, on a fait la proposition à LVMH, on a gagné l'appel d'offres, et donc je me suis retrouvé chef de projet pendant 9 mois, faire des allers-retours avec Épernay et Reims, et à travailler sur différents aspects du business du champagne. Voilà. Après ça, je me suis dit, bon, mon temps est fini chez McKinsey, j'ai envie de retrouver l'opérationnel, donc je me suis mis à chercher du boulot. Je me suis interdit d'écrire à LVMH parce que j'étais en train de travailler pour eux, c'était pas très sérieux, quoi. Je facturais mes journées, et je n'avais pas très envie qu'ils sachent que de temps en temps, quand même, j'étais en train de passer des entretiens ou de poser ma candidature. Donc je l'ai fait discrètement, et un peu, j'ai répondu à une annonce qui devait être dans le truc de l'INSEAD, et je me suis retrouvé interviewé à la SOCAR. Donc la SOCAR, c'était à l'époque le leader, vous allez voir comme quoi tout ça va dans tous les sens, et c'était le leader du carton ondulé, donc de l'emballage, du packaging en carton ondulé en France, filiale de Saint-Gobain. Voilà, j'ai fini par avoir une offre chez ces gens-là, comme directeur commercial grand compte, hein, puisque le carton ondulé, il faut imaginer que c'est un métier très local, parce que comme c'est ondulé, il y a du vide dans le milieu du carton, donc c'est beaucoup plus volumineux que lourd, et donc c'est pas intéressant de le transporter. Dès qu'on fait un peu de supply chain, on sait qu'il ne faut pas transporter du vide. Donc, il y a des cartonneries partout, et au départ, c'est un métier assez local pour servir les usines d'à côté. Évidemment, c'est une époque où il y a des grands groupes en face de nous, et le carton, vous en vendez à tout le monde. Industrie automobile, industrie électronique, agroalimentaire, absolument n'importe qui fabrique un objet achète une caisse en carton pour le livrer à son fournisseur. Voilà. Et donc en face des industriels du carton, il y avait des grands groupes comme Procter & Gamble, Renault, Philips, Coca-Cola,
d'un autre, tous ces gens-là achetant énormément de cartons et ayant envie de faire des achats groupés pour réduire les frais. Donc on avait en face, on a constitué une équipe de commerciaux grand compte, capable de négocier avec Procter & Gamble ces achats européens de carton. Après, livrés dans le détail, évidemment, par des cartonneries locales à des industriels, à des usines locales. Voilà, donc j'ai fait ce métier. Les gens d'LVMH à l'époque me disaient pourquoi vous venez pas travailler pour nous? Je dis, ah, c'est un peu tard, j'ai déjà signé, donc je respecte ma parole. Très bien, on vous rappelle en 18 mois. 18 mois après, bien organisé, LVMH, donc le DRH de l'époque m'appelle, Monsieur Brunswick, on avait dit qu'on se reverrait, il faut qu'on se revoie. Donc je suis allé au rendez-vous, et là a démarré une discussion. Voilà, on a des tas de possibilités, pourquoi est-ce que vous ne viendrez pas travailler? Alors, d'ailleurs, Monsieur Arnaud veut vous revoir et il a des choses à vous proposer. Je vais voir Monsieur Arnaud, un peu intimidé, évidemment, qui me dit, je vous raconte cette anecdote, Alexandre, je ne la raconte pas à tout le monde, mais là on est entre nous, et il me dit, bon, alors bien sûr vous voulez un travail dans les vins spiritueux, puisque c'est ce que j'avais fait. Je dis, oh, pas forcément. Et là il me regarde, il me dit, est-ce que vous connaissez Louis Vuitton? Blanc, puisque je ne connaissais pas Louis Vuitton. Donc j'étais en train de parler au patron des VMH, il me demande si je connais Louis Vuitton, et alors il me regarde, il ne se démonte pas, et il me dit, bah, écoutez, allez voir la boutique ce week-end, le magasin le week-end, avenue Marceau, et vous me rappelez pour me dire ce que vous en pensez. Alors, très bien. Me voilà le samedi d'après, avenue Marceau à l'époque, dans la boutique Vuitton. Qu'est-ce que je dois regarder d'ailleurs? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire quand je me rappelle? Et donc je regarde les produits, je regarde les clients, et je suis dans un monde que je ne connaissais absolument pas, j'avais tout fait sauf ça. Et donc je constate, je trouve les produits horriblement chers, pas tous jolis, les clients tous japonais, bon. Donc je rappelle Monsieur Arnaud, et on me le passe, et Monsieur Arnaud, j'ai visité la boutique Vuitton, voilà, je trouve ça très intéressant, je ne sais pas du tout ce que je lui dis, revenez me voir. Bon, donc je passe cet obstacle-là, et je me retrouve dans son bureau, et là démarre une discussion sur un certain nombre de postes, dont la possibilité de partir en Asie, m'occuper de Louis Vuitton en Asie-Pacifique. Je rencontre Yves Carcel, qui je dis, bon, il a l'air intéressant, etc., mais je n'ai jamais été en Asie. Donc je continue à être le candidat improbable. Donc maintenant je connaissais une boutique, et ils disent qu'à cela ne tienne, tu pars à Hong Kong, vous partez à Hong Kong, voilà, on vous paye le voyage avec votre épouse, vous pouvez aller voir à Hong Kong, et puis pareil, si ça vous plaît, on peut avancer. Je me retrouve à Hong Kong, entre les yeux ouverts, grands comme ça, à découvrir la vie, découvrir l'Asie, aller visiter quelques boutiques qui ne disaient pas grand-chose. Enfin, là, c'est le moment, si vous voulez, où vous dites, bon, il faut faire confiance, quoi. Je veux dire, je ne comprends absolument pas ce métier, pourquoi ça marche, pourquoi on vend les produits, mais ça a l'air de marcher. Le monsieur qui me faisait une proposition a l'air de très 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 bien réussir dans la vie, il a envie que je travaille avec lui, bon, ben, je vais y aller. Donc je vous raconte cette histoire juste parce que, voilà, il y a du hasard, et puis après il y a l'intuition qu'il va se passer quelque chose, et qu'il faut suivre, et que bon, d'autres ont compris, qui ont l'air intelligents, et que je comprendrai plus tard. Donc voilà, donc j'ai accepté le poste, je suis parti à Hong Kong début 96, franchement, j'étais ravi d'aller habiter là-bas. Qu'est-ce que j'allais y faire? Ça, je ne savais pas. Hein, est-ce qu'il y avait un vrai métier? Je n'étais pas complètement sûr, quoi. Je me disais, bon, il y a des magasins, il y a des gens dans les magasins, on va les ouvrir, on va les fermer. Qu'est-ce que moi je vais faire là-dedans? Et j'arrive le premier jour, 2 janvier 96, et immédiatement, je vois des gens qui rentrent dans mon bureau, qui me proposent un truc, qu'il fallait prendre une décision, et là on va faire cette vitrine, et là on a une discussion sur un emplacement à tel endroit,
Et puis tiens, d'ailleurs, dans 2 jours, on va inaugurer une boutique à Poussane. Et c'est parti, quoi. Hein, c'est-à-dire, ça, tout de suite, j'ai découvert une espèce de mouvement de décision, d'enthousiasme, de passion, de gens qui avaient l'air passionnés. Et ça a accroché tout de suite. Hein, ça a été une découverte. Tout de suite, on trouve sa place. Et effectivement, on regarde, on écoute, on visite. Et les gens vous communiquent leur passion. Voilà. La découverte, donc ça a été 5 ans merveilleux hein, de développement de la marque Vuitton en Chine. Hein, la grande histoire des 10 dernières années dans le luxe, évidemment, le développement de la Chine comme grand marché. Quand je suis arrivé, il y avait 2 minuscules boutiques à Shanghai et à Pékin, et on faisait 1 million d'euros sur la Chine. Voilà. Mais ça croissait très vite, c'était passé très rapidement de 500 000 à 1 million d'euros, des chiffres minuscules hein, à l'échelle du Vuitton de l'époque. Donc on s'est dit, il faut en faire plus, il faut agrandir les boutiques, il faut les améliorer, il faut ouvrir d'autres villes. Même chose en Corée du Sud, hein, où il y avait très peu de boutiques. Donc ça a été déjà, rien que ça, développer 2 grands marchés. Il y a eu la crise asiatique, la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, la crise asiatique avec toutes les monnaies qui s'écroulent, l'introduction de nouveaux produits chez Vuitton, prêt-à-porter, pour hommes, pour femmes, souliers. Donc l'opportunité, c'est de développer un réseau beaucoup plus important, plus grand que ce qui existait. Donc tout ça, c'était un travail passionnant. Un échange très fort avec Yves Carcel, qui était le président de Vuitton, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui a disparu, voilà, qui était incroyablement dynamique, proche des équipes. Je l'avais au téléphone tous les lundis, ça marchait comme ça. Donc, à 7h30 du matin, heure de Paris, tac, il appelait, on faisait un point sur la semaine, on échangeait. Donc évidemment, il faut imaginer que le luxe, c'est un métier où les décisions se prennent de manière centralisée, hein, mais évidemment, c'est des décisions qui sont prises sur des initiatives prises par les différents collaborateurs, et c'est ça qui compte. Et à la fin, la décision est centralisée parce qu'elle doit correspondre à une image, à un projet qui est le projet de la marque. La découverte est essentielle de cette époque-là, et la passion que j'ai eue pour ce métier, c'était de découvrir que non seulement je continuais à utiliser ce que j'avais développé dans mes études et dans mes jobs précédents, c'est-à-dire le cerveau gauche, c'est-à-dire que le côté rationnel des choses était toujours utile, mais que tout d'un coup, il s'appliquait à quelque chose qui était beaucoup plus du ressort de l'immatériel, de l'esthétique, du relationnel, du passionnel. Et ça, c'était formidable. C'est-à-dire, j'aimais les arts, comme tout le monde, j'allais dans les musées, et je me disais, la vie c'est ça, la semaine je fais des équations, il y a des chiffres, c'est super sérieux, et le week-end, je me distrais, je vais au cinéma, je vais au musée, je voyage, et voilà, je vais d'où. Et tout d'un coup, dans ces métiers du luxe, il y avait la possibilité de bien les deux. C'est-à-dire, on vous demandait votre avis sur une image, sur une photo, sur un display, sur un plan de boutique. Les gens avaient une passion qu'ils avaient envie de partager. Les staffs, les clients aussi. Donc tout ça, tout d'un coup, c'était possible de faire les deux en même temps. Et ça, c'était absolument formidable. Voilà. La suite, un peu plus rapidement, je suis revenu en l'an 2000 en France. J'ai été nommé président de Sephora, qui était à l'époque un investissement qu'LVMH avait fait quelques années auparavant, qui était en forte croissance, mais en crise. C'est-à-dire on avait cru vite, mais moins vite que Marionneau, qui était le gros concurrent de l'époque. Les principes un peu d'origine de Sephora avaient été un peu oubliés par les équipes en place, et le doute s'était un peu installé. Nos métiers, il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance, il faut foncer. Si le doute est difficile. Au contraire, il faut avoir des convictions et il faut les partager. Voilà, donc là, ça a été un grand projet de redressement, de turnaround, de définition de plan stratégique. Il fallait aussi éviter d'être vendu, puisque à l'époque, on était plutôt en vente. Mais voilà, je pense que le travail qu'on a fait, le plan qu'on a fait, ont convaincu LVMH et M. Arnaud de conserver Sephora,
qui depuis a multiplié par 5 son chiffre d'affaires, donc ce n'est pas une mauvaise idée de le garder. Et c'est très complémentaire et ça a tout à fait sa place dans le démarche. Je suis ensuite retourné chez Louis Vuitton, retravaillé avec Yves Carcel comme directeur général de Mondial. Donc là, voilà, on a travaillé avec Yves, on a continué à développer les magasins sur toute la planète. Et voilà, c'était une histoire de croissance très forte. J'ai ensuite été président de Céline en 2006. Céline était moins connue qu'aujourd'hui. C'était là aussi une marque qui était un peu en difficulté, qui avait eu une heure de gloire dans les années 70, puis ensuite à la fin des années 90 avec le designer Michael Kors, dont vous avez probablement entendu parler, qui est en train de faire un grand succès avec sa propre marque. À l'époque, c'était le designer de Céline. Malheureusement, on le perd en 2004, je crois, quelque chose comme ça, 2005. Et il est mal remplacé, et donc ça entraîne une certaine morosité des affaires de Céline. Voilà. Moi je suis arrivé en 2006, on a fait un gros travail de redéfinition là aussi de qu'est-ce que c'était que Céline, et en particulier il y avait un peu un doute, est-ce que c'était une vraie marque de luxe ou pas. Donc on s'est confirmé que c'était une vraie marque de mode, une vraie marque de luxe. On a conforté son outil industriel en Italie, ses ateliers à Paris, on a assaini son réseau de distribution et on a négocié avec Phoebe Philo pour la faire venir comme designer de Céline. Donc Phoebe est arrivée en 2008 et à ce moment-là, moi j'ai transitionné pour Dior comme directeur général avec Sidney Toledano et voilà. Et là, on a travaillé d'arrache-pied pour donner vraiment à Dior l'éclat que ça méritait. C'était bien sûr une marque déjà très prestigieuse, qui faisait la moitié de la taille de ce qu'elle fait aujourd'hui. Il y avait eu un changement, un affinement de la stratégie dans les années 2005-2006 pour la repositionner comme la vraie marque de luxe que vous avez vu dans le film. Donc, sachant que l'histoire de Dior, on va pas la faire aujourd'hui, mais elle est assez complexe, et ça c'était vraiment le dernier chapitre pour vraiment purifier son image et son positionnement. Et voilà, il y a eu plein de choses à faire avec pour le faire marcher. Donc c'est ce qu'on a fait avec Sidney Toledano et la famille Arnault. Et voilà, ça a eu un très grand succès. Et on a eu une très forte croissance puisqu'on a réussi à doubler la taille. Donc voilà, on reparlera après du rôle de l'ingénieur dans tout ça. J'ai été un peu long. Et je vais maintenant passer la parole, par exemple, à Arnaud, qui va vous raconter son itinéraire. Bonjour, donc, je m'appelle Arnaud Olivary, j'ai fait Centrale Paris, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure. J'en suis sorti en 2001, et déjà à l'époque, quand j'étais plus jeune, je savais que je voulais faire une école d'ingénieur, parce que j'étais très organisée, très carrée, assez matheux, les chiffres, je les retenais sans faire d'efforts particuliers. En revanche, je ne voulais pas faire quelque chose de technique. Et bon, à l'époque 2001, il y a eu la bulle internet, la crise, donc les offres d'emploi c'était pas non plus excessivement facile à trouver. Il y avait un secteur qui recrutait à peu près continuellement chaque année, c'était l'audit financier. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, finance, bon, j'y connais rien mais on va essayer de voir. Donc j'y suis resté 9 ans finalement, je pensais au début que j'y passerais 3-4 ans, comme une sorte de second cycle pour un peu élargir les compétences en plus du technique. Puis bon, c'était quand même des chiffres aussi, donc j'étais pas non plus complètement dans un domaine inconnu. Donc j'ai passé 9 ans, je voulais avoir des choses quand même concrètes, parce que c'est bien de travailler sur des chiffres, mais il faut que ce soit concret. Donc je voulais des vrais produits, donc je voulais pas faire d'audit en banque ou en assurance, on a des lignes de choses inconnues qui se baladent, mais je voulais du vrai produit. Donc j'étais dans le domaine de la distribution, produits de grande consommation et luxe également. Chose qui était bien parce que comme il y a quand même de la production, j'avais aussi des usines. Donc en tant qu'ingénieur, j'étais content d'aller dans les usines, discuter des processus de production, de valorisation des stocks. Les interlocuteurs étaient un peu étonnés, parce qu'ils pensaient que j'étais un comptable. Qu'un comptable puisse comprendre ces choses-là, ou déjà s'y intéresse. Fasse un tour dans l'usine, ça leur semblait un peu bizarre. Du coup, ça s'est bien passé.
Arrivé 9 ans après, je savais pas trop, enfin, je pensais pas que je voulais continuer quand même, puisque j'ai eu une cour d'apprentissage chaque année qui était assez intéressante. J'encadrais des équipes, j'ai organisé des formations, je travaillais sur des projets un peu autres. Mais bon, voilà, je savais pas trop si ça allait me convenir toute ma vie. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer chez LVMH dans un poste d'audit interne ce coup-ci, donc c'est pas un poste où on regarde que les comptes, etc. Mais au contraire, c'était très axé process, métier. Donc ça m'a permis de voir du coup toutes les maisons du groupe LVMH dans toutes les géographies. Donc je suis allée en Champagne aussi, à Épernay pas mal de fois. Mais j'ai pu aller à New York chez Marc Jacobs, je suis allée dans les usines de montres en Suisse, et donc là j'ai vu de beaux produits, donc ça c'était bien. Des systèmes complexes malgré tout, parce que dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film, on a de belles boutiques, de beaux produits, mais il faut faire en sorte que les produits soient là, arrivent, que ce soit les bons produits, qu'ils arrivent au bon moment. Donc ça c'est plus de la supply chain, mais Axel vous en parlera plus que moi, mais donc chez LVMH j'ai pas mal fait de supply chain aussi, et donc faut essayer un peu de modéliser tout ce genre de choses. Là actuellement donc, je suis chez Dior, je suis plus en charge spécifiquement de la joaillerie. La joaillerie c'est un business complexe avec de très beaux produits qui pour le coup peuvent avoir des étiquettes dont les prix montent très très vite. Donc on a un enjeu de stock très important puisque tout ce stock là c'est de l'argent qu'on a avancé. Donc il faut essayer d'un petit peu modéliser par rapport à ce qui sort en boutique, combien je vais produire moi, etc. Donc mine de rien, ça reste du contrôle de gestion, mais c'est quand même assez analytique, matheux même. Je me suis amusée à faire des petites équations de stock entre l'ouverture, ce qui bouge, enfin bref, des stocks et des flux, ça reste quand même très ingénieur à la base. Donc j'ai pu retrouver ça chez Dior et voilà, et moi je disais tant que je m'amuse je reste, donc comme je m'amuse toujours, voilà, je reste. Merci Arnaud. On va peut-être passer à Luciana, qui nous a rejoint depuis très peu de temps, mais je pense que c'est important qu'elle soit là parce qu'elle représente le retail, et le retail c'est d'abord ma passion. Et ensuite, alors là, vraiment, je pense, un métier dans lequel les ingénieurs peuvent apporter beaucoup. Et on en parlera après. Mais je laisse parler de Michel. Donc, je suis Luciana. J'ai un parcours un petit peu différent de mes collègues ici. Je viens du Brésil. J'ai commencé mes études d'ingénieur au Brésil, à l'école polytechnique de l'Université de São Paulo. Après, à USP, oui, c'est ça. Donc après, je suis venue en France dans le programme de double diplôme. Je pense que vous avez le même ici, donc peut-être il y a des élèves en double diplôme ici aussi. Donc je suis restée ici à Centrale pendant 2 ans. Et après, je suis repartie au Brésil pour finir mes études là-bas. Donc à la fin de la 6e année là-bas, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et le master en mécatronique. À ce moment-là, ce que je pouvais faire de mieux, c'était des petits robots. Donc, je faisais des petits robots tout le temps, la dernière année. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fini l'école, j'ai commencé chez les concurrents de McKinsey, à BCG, conseil en stratégie aussi. Donc, pour quelques raisons. D'abord parce que ma formation était très technique. Donc je voulais apprendre un peu plus, avoir une expérience en business. Donc ça on a beaucoup de... C'est très intéressant d'aller en conseil pour ça. Et après, parce que je n'avais pas encore choisi le secteur d'activité. Donc normalement, dans les conseils en stratégie, on commence très généraliste. Donc, pendant les 3 années que je suis restée là-bas, j'ai fait des projets en industrie aéronautique, institutions financières, pharmaceutique, télécom d'ailleurs aussi. Et pour ma 3e année, j'ai commencé à spécialiser en industrie du pétrole. Donc, j'étais à Rio. J'étais chez les clients en train de parler de pétrole tout le temps, de lundi à vendredi.
Donc, et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que on a une expression en portugais, on dit briller les yeux. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Oh, très bien. Ça fait rêver. Oui, c'était pas le pétrole qui me faisait briller les yeux en fait. Donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que j'aime faire dans mon temps libre. Donc ce n'est pas de chercher la nouvelle technologie pour explorer le pétrole dans les eaux profondes, c'est pas ça. Donc j'aime bien regarder les défilés, aller sur Instagram pour voir le marketing de nouveaux sacs et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de plonger dans cet univers de luxe qui est très séduisant. Donc me voilà chez Dior. J'ai commencé ici comme trainee manager en retail au Bon Marché. Je crois que c'est très intéressant d'être dans le retail parce que c'est là qu'on voit nos clients et on voit les rêves. C'est où on peut voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a du succès en fait. Donc je suis là au Bon Marché et je trouve que c'est, pour l'instant je crois qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs en retail, mais je crois que c'est très intéressant pour les ingénieurs parce que avec les qualités que les ingénieurs ont, par exemple la rigueur, la capacité d'analyse, la capacité de résoudre des problèmes d'une façon très logique, ça aide beaucoup, ça peut aider beaucoup la maison à offrir une expérience exceptionnelle au client. C'est ça qu'on cherche. Et d'une autre part, de l'autre côté, on peut apprendre beaucoup aussi parce que normalement, nous avons des compétences très techniques et on n'a pas le côté humain. Et c'est ça qu'on apprend. On apprend à manager des équipes. Donc, il y a parfois des équipes difficiles, les conseillers de vente et tout ça. Donc, on apprend à avoir le côté humain d'une partie de manager les équipes, mais aussi comprendre les clients, ses besoins, ses rêves et tout ça. Donc, c'est ça. J'ai commencé il y a 2-3 semaines. Mais ça me passionne beaucoup déjà et je crois que ça va être très intéressant, très enrichissant. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez me demander ici ou sinon passer au Bon Marché pour connaître. Acheter nos produits. On n'a pas de sol. Vous n'avez pas de sol. Le soulier, oui. Vous le soulier. C'est possible. Encore? Oui, il y a encore 40%. On me dit qu'on a encore quelques souliers en sol. Profitez, ça ne va pas durer longtemps. Merci beaucoup, Luciana. Alors, Axel. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Axel et comme Arnaud et comme Luciana, moi j'ai fait Centrale. Je suis rentré à Centrale en 2008 et après tout le tronc commun où on a effectivement beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, les premiers cours où on a pu commencer à choisir un peu ce qu'on voulait faire chez nous, ce qui m'intéressait en premier, c'était des questions de génie industriel. C'est les premières questions où je me suis senti vraiment, disant, tiens, ça a l'air vraiment intéressant, ça, les différentes questions de génie industriel, de gestion de stock, etc. On a commencé à m'intéresser à ça. Et pour valider plusieurs options de parcours à Centrale, on fait beaucoup d'années de césure entre la deuxième et la troisième année, c'est-à-dire avant de choisir notre dernière spécialisation. Donc j'avais choisi de faire ça pour pouvoir un peu tester la supply chain, voilà, par des stages. Et je suis arrivé chez Dior en fait un petit peu par hasard, donc, complètement par hasard, pendant cette année de césure, par hasard dans le sens où le stage que j'ai décroché, j'ai dû postuler fin juillet pour commencer, enfin j'étais pas tout à fait en avance par rapport au temps de parcours habituel pour faire un stage. Disons que j'étais à un moment où j'ai postulé à peu près à toutes les offres qui tombaient. Donc il se trouve que la première où on m'a proposé un stage, c'était Dior. J'avais également une proposition Potentiel tout de suite. chez Valeo, mais il se trouve que ceux qui m'avaient vraiment vendu du rêve, c'était Dior. Donc je suis allé chez Dior. Je ne connaissais pas grand-chose au monde du luxe, voire même pas du tout. Et la supply chain, j'en avais fait un petit peu, j'avais 2-3 notions un peu théoriques, un peu très larges de ce que c'était, mais dans la pratique, c'était quand même zéro.
Donc je suis arrivé là-bas et j'ai passé 6 mois de stage où j'ai vraiment découvert énormément de choses. J'ai découvert le monde du luxe, qui est un monde absolument passionnant, où, comme le disait Serge juste avant, c'est un monde où on peut réconcilier son cerveau gauche et son cerveau droit, où on passe énormément de temps à avoir affaire à des belles choses, à des beaux produits. Et ça m'a énormément marqué. Le côté beau produit, vous savez, quand on fait la supply chain, finalement faire des yaourts ou faire des sacs, il y a énormément de choses qui sont en commun. Donc au final, au moment de faire son choix dans quelle industrie je veux aller, une chose qui fait beaucoup la différence, c'est le produit. Et moi, l'attrait du produit luxe, à ce moment-là, je l'ai découvert et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, à la maison en elle-même, Dior, qui s'est trouvé être une maison absolument incroyablement attachante, dans laquelle j'ai voulu repostuler par la suite. Donc, à la fin de mon stage, je suis parti en faire un deuxième. J'ai fait ma troisième année, spécialisée en génie industriel. Et je suis revenu donc à la fin de ma troisième année, directement après, je suis revenu chez Dior. Donc, finalement, j'ai travaillé presque, pour le moment, que chez Dior. Ça, des petits intermèdes ici et là, qui étaient finalement plus courts. Donc, je pourrais dire que j'ai fait pour le moment la grande partie de ma carrière chez Dior, qui est encore courte. Donc voilà, ça fait presque 3 ans que je travaille chez Dior, et donc je suis arrivé il y a presque 3 ans dans l'équipe de supply chain. Et plus particulièrement sur un poste où je m'occupe de la distribution des produits entre l'entrepôt qu'on a et les différentes boutiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre supply chain, dans certains grands groupes ou dans certains groupes beaucoup plus industriels, les supply chains sont là depuis assez longtemps. Je parlais de yaourt, je pense à Danone. Effectivement, Danone, ils ont une supply chain qui est incroyablement intégrée, où ils ont énormément de processus qui fonctionnent très bien, des outils de prévision de vente, etc. Chez Dior, c'est pas vraiment le cas. Chez Dior, la supply chain, c'est une équipe qui est jeune, qui est très jeune même, que ce soit en moyenne d'âge ou même en ancienneté dans la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une supply chain où il reste énormément de choses à faire, beaucoup de choses à créer, beaucoup d'outils à créer, beaucoup de processus à mettre en place, beaucoup d'idées à essayer d'implémenter dans le quotidien. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est là où je me suis dit, au moment de repostuler pour Dior, je me suis beaucoup posé la question, mais est-ce que mon parcours d'ingénieur va être valorisé dans un poste où, si on le regarde avec un peu des ornières et qu'on le regarde du côté très opérationnel, finalement il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, c'est à première vue. Là où j'ai pris le temps de réfléchir, c'est qu'on me dit, mais on est au tout début. Effectivement, le côté opérationnel, pour le moment, il est très serré, mais il reste énormément de choses à mettre en place. Il reste énormément de choses pour pouvoir optimiser notre distribution, pour pouvoir calculer nos niveaux de stock qu'on a en boutique. Alors chez Vuitton, ils ont un outil qui permet de calculer toutes les semaines un niveau de stock optimal qu'on met dans les boutiques et qui tourne, qui renvoie automatiquement les sacs vers les magasins. Chez Dior, on a un système qui envoie effectivement les produits automatiquement dans les boutiques, mais le niveau de stock optimal à mettre, c'est une donnée qu'on rentre à la main. C'est une donnée qui on n'avait pas de calcul, on n'avait aucun outil d'aide à la décision. Donc ça, c'était un de mes premiers projets, moi, c'était de me pencher là-dessus en me disant, je sais que je connais 2-3 algorithmes, un petit peu de mathématiques qu'on peut mettre derrière tout ça. Si je regarde un petit peu les ventes dans le passé, je vais sûrement pouvoir trouver 2-3 infos qui vont pouvoir m'aider à mettre le stock qu'il faut dans cette boutique. Donc on est parti de rien, et puis avec d'autres collaborateurs, on a réussi à mettre en place cet indicateur. Ça, c'était un premier projet. Donc, voilà, pour vous montrer qu'on peut créer énormément de choses quand on est dans une structure comme la supply chain chez Dior, qui est une structure assez petite, assez jeune, extrêmement dynamique, et qui est très 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 demandeuse d'idées nouvelles. C'est surtout ça sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est des idées nouvelles, inventer des nouvelles manières de penser mon allocation de stock, comment je répartis mon stock entre mes 200 boutiques, on a à peu près 200 boutiques dans le monde,
Si vous avez un produit et 10 boutiques, vous pouvez le faire avec un crayon de papier et une feuille. Si vous avez 200 boutiques et 50 000 produits, vous ne pouvez plus le faire à la main. À un moment, il faut que vous inventiez des nouvelles manières de le faire pour que ça se fasse en automatique, en semi-automatique en tout cas. Voilà. Ça, c'était toute la partie distribution sur laquelle on avait beaucoup de travail à faire, qui a pas mal avancé, mais il reste encore énormément de choses. Il y a d'autres parties où on a pu encore effectivement continuer à avancer, faire des prévisions de vente par exemple. Il y a énormément d'autres grandes entreprises ont des outils de prévision de vente qui marchent très bien. Chez nous, on fonctionnait quand je suis arrivé, et encore avant, et même encore un peu maintenant, avec des fichiers Excel, et puis le flair, très bon flair, mais flair quand même, des meilleurs collaborateurs qui écrivaient des prévisions de vente à la main, et ensuite, nous, on lançait la production pour suivre ces prévisions. Donc, pas une seule formule mathématique derrière, quelques-unes, mais pas d'algorithme mathématique, ou en tout cas un concept supply chain qu'on utilise et qu'on réinjecte dans une entreprise nouvelle. Donc ça encore, pareil, c'est un très beau projet sur lequel les ingénieurs, je pense, ont une valeur ajoutée indiscutable et inévitable, parce que quand on parle ne serait-ce que le mot algorithme, on parle plus à des ingénieurs que à d'autres grands talents. Voilà un peu les contributions que peuvent avoir des ingénieurs dans une supply chain en général, mais encore, j'insiste vraiment, dans la supply chain chez Dior, il y a quelque chose qui est quand même très spécial, et qui est le dynamisme lié à la fois à son côté récent et à la taille de l'équipe. Et je passe la parole à Daniel, et aussi, juste pour finir la phrase d'Axel, est lié aussi au fait que tout ça est une conséquence de la création. Hein, c'est-à-dire, il faut imaginer que ce que fait Axel, c'est d'imaginer un système, par exemple, de prévision de vente dans un univers extraordinairement mouvant. Tous les paramètres bougent tout le temps. Hein, et on est à l'opposé d'un marché stable. Hein. Il y a des nouveaux marchés, il y a des nouveaux concurrents, il y a des déplacements des positionnements de prix. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un logiciel du marché. Hein. Il faut justement imaginer un système qui s'adapte au fur et à mesure d'une réalité qui, elle, est amenée à changer. Dans un environnement, effectivement, qui est très complexe et qui demande effectivement d'avoir des bonnes connaissances techniques en prévision de vente. Mais bon, ça, quand on est ingénieur de grande école parisienne, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on ait les connaissances. Mais effectivement, après comprendre l'environnement dans lequel évolue Christian Dior, et dans ce luxe qui est effectivement en perpétuel mouvement et réinvention tout le temps, fait qu'on ne peut pas prendre la formule qu'a Carrefour, la coller chez nous, et c'est vrai que ça ne marche pas. Il y a énormément de paramètres, mais sur un système beaucoup plus complexe, c'est là aussi que l'ingénieur il a un rôle important. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que notre entreprise, notre société a vraiment deux grandes spécificités, à mon sens. La première, effectivement, c'est qu'on est vraiment drivé par la création et l'innovation. Comme l'a dit Serge au début, il y a 6 collections par an, donc vous voyez, tous les 2 mois une nouvelle collection. Donc ça, ce n'est pas neutre, et ça crée une dynamique et ça, je dirais, irrigue tous les départements de l'entreprise, et pas seulement les gens qui dessinent et qui créent nos produits. Donc ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on a intégré toute la création de chaîne de valeur. C'est-à-dire que tous les métiers sont représentés dans l'entreprise et intégrés, que ce soit du dessin du produit jusqu'à la cliente finale et à tous les métiers autour de la relation client. Et ce qui est intéressant, je pense, pour vous, c'est que peut-être en dehors de la création du dessin du designer, où là on va plutôt chercher dans les écoles de design et encore de création, peut-être que certains d'ailleurs d'entre vous ont ce don aussi, et donc on ne leur ferme pas la porte, vous avez accès finalement à tous les métiers de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un panel sélectif, je dirais, de nos métiers, finance, supply chain, retail.
Mais votre formation d'ingénieur vous donne accès à du marketing, à tous les métiers évidemment de la production, tous les métiers de la finance, alors on peut même penser à la communication, aux ressources humaines. Voilà, on a un panel de métiers pour lesquels voilà, les portes sont ouvertes et vos profils peuvent être tout à fait pertinents. Et évidemment, dans les métiers du retail, tout ce qui tourne autour de la cliente et de nos magasins, et là peut-être que vous voulez en parler plus particulièrement. Oui, je vais en parler, mais Serge. peut-être qu'on va passer à quelques questions, et ça aura sûrement l'occasion d'y répondre. Voilà, on va dire à ce que vous endormiez pas. Donc on va vous demander des questions, et n'hésitez pas à ce qu'elles soient provocantes. Hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez envie de poser des questions un peu vaches, c'est encore plus rigolo, ça réveillera tout le monde. Allez-y. Moi j'ai une question. Je me permets de vous appeler Serge, que j'aurais peur d'écorcher votre nom de famille. Si vous deviez donner 2 ou 3 de vos qualités personnelles qui ont fait votre réussite, ça serait lesquelles? Et après, une question pour vous, le DRH. Chez Dior, quelles sont ces 2 ou 3 voilà, qualités personnelles qui font que vous Bah, les qualités, bon, je ne vais pas en donner trop. Si je les donne toutes, La modestie. il y aura pas, on va louper le dîner. Donc, non, mais celle qui me paraît importante dans un univers comme le nôtre, c'est, je dirais, si vous voulez, la capacité à faire les choses à fond, tout en étant prêt à les remettre en cause sans état d'âme. Hein, je dirais, c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire, on fait à fond, Axel, il fait à fond son programme de prévision de vente, mais il peut se passer quelque chose demain matin. D'abord, lui, on a envie que tous les matins, il pense que c'est pas encore assez bien. Hein. Et s'il ne se le dit pas lui-même, on va lui dire, mais c'est mieux s'il se le dit lui-même. Et en plus, on peut renverser la table du jour au lendemain et faire en sorte que ce qu'il faisait, c'est faux. Hein. Et donc, voilà. Donc, à la fin, les qualités qui vont avec ça, c'est-à-dire d'écoute, hein, d'application dans ce qu'on fait et de leadership pour être suivi. Voilà, ensuite de capacité à remettre ça en cause et à proposer à son environnement au sens large la bonne décision au bon moment. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai résumé, mais... La curiosité, l'envie d'entreprendre. Voilà. Bon, ça, je ne sais pas si j'ai tout ça, mais c'est ça qu'il faut avoir. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Je lui passe la parole. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir chez Dior? C'était ça la deuxième partie de la question. Bah oui, il faut. On recherche aussi la passion. Il faut effectivement avoir un intérêt pour notre métier, pour nos métiers, pour le produit, pour le client. Ça aussi très important. Il faut cette curiosité, cette capacité à se remettre en question. Voilà, rien n'est défini pour toujours. Beaucoup de rigueur parce qu'effectivement le luxe c'est le détail. Retail is detail et le luxe aussi. Voilà, le diable se cache dans les détails. Et nos patrons, les grandes qualités de nos patrons, qui associent évidemment Serge, c'est à la fois d'avoir cette vision, je dirais, long terme et stratégique, de porter une marque et de savoir là où on veut aller, et en même temps d'être extrêmement, je dirais, imprégné et ancré dans le détail, dans le quotidien, dans les boutiques. Sinette Toledano et Serge passent énormément de temps dans les boutiques, à parler avec les vendeuses, avec les clientes, et à s'attacher à tous les détails. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'image que vous voyez, je dirais l'image glamour, papier glacé de la marque, qui fait rêver, qui doit faire rêver toujours notre cliente, à qui on doit offrir les meilleurs produits. Donc la qualité des produits est absolument essentielle. Et l'expérience qu'elles ou qu'ils vont vivre dans nos boutiques. Et ça, c'est une somme de détails qui sont parfois invisibles à l'œil nu, et nos patrons ont cet œil, je dirais, aiguisé de voir un rideau qui sera mal positionné, une nuance de gris, puisque Dior, c'est le gris,
c'est 50, plus de 50 nuances de gris. Bien sûr, ma chère. Voilà. C'est le Qui vont pied. voir, voilà, que c'est pas le bon gris, que la moquette n'est pas propre et qu'il faut, voilà, donc c'est cette capacité toujours à passer de l'infiniment petit aussi à l'infiniment grand. Mais ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant dans ce management par le détail, hein, pour compléter la phrase d'Emmanuel, c'est que ça fait appel extraordinairement à l'intelligence des gens. Hein, c'est-à-dire, personne ne pilote des process chez nous. Hein, c'est-à-dire, les process sont faits quand ils sont nécessaires par des gens à qui on a demandé un certain résultat, hein, et une certaine qualité dans le détail. Donc, on se retrouve tous finalement à être très créatifs, hein, et à imaginer ce qu'on doit faire pour arriver au résultat qui, lui, est contrôlé. Effectivement, les patrons, c'est ceux qui ont l'œil, quoi. Voilà. C'est ceux qui ont l'œil, disent c'est bon, c'est pas bon. Hein, c'est Dior, c'est pas Dior. C'est au niveau de qualité Dior ou au niveau de créativité Dior ou ça l'est pas. Et évidemment, encore mieux que ça, c'est le Dior que je veux pour demain, pour dans 3 mois, pour dans 6 mois, hein, pour dans 10 ans. Hein. C'est-à-dire la capacité à juger une infinité de détails en fonction d'un projet de marque. Avec beaucoup d'exigences. Avec de l'exigence. Je pense qu'un ingénieur a le cerveau exactement pour répondre à ça. Voilà, c'est absolument parfait. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus. Les malheureux qui sortent des écoles de commerce n'ont pas ce logiciel. Vous voyez, c'est-à-dire... donc ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent dans nos métiers. Mais je pense au contraire, la méthode scientifique qui a imprégné la façon dont on travaille, la rigueur et la méthode scientifique, j'insiste, pas que la rigueur. C'est-à-dire le fait de travailler sur des lois, hein, des lois scientifiques, qu'on passe son temps à tester. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, chaque fois que vous résolvez un détail, au fond, moi c'est comme ça que je fais un détail et je me dis, et finalement, la loi que j'avais dans la tête qui produisait ce détail, est-ce qu'elle est toujours bonne? Ou est-ce qu'il faut, je vais la mettre légèrement à jour, parce qu'au fond, je suis en train d'arriver à un résultat un peu différent. Donc je me rends compte, je passe mon temps à penser comme ça. Donc, à refaire tout le système, hein, qui vient d'accoucher du petit détail. Hein, et donc, et ça, si ce n'est pas la méthode scientifique, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous avez appris par cœur des trucs dans les bouquins, sur machin, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc il faut apprendre à raisonner, apprendre à créer. Je me souviens, quand on apprend les maths, finalement, je veux dire, on bute sur les équations, puis on se rend compte finalement, on la résout parce qu'on a inventé une idée, ou une idée vous est revenue, on a créé quelque chose. Il y a eu un truc qui était smart pour démontrer, on l'a réinventé. Et au fond, c'est ça qu'on fait. Je veux dire, c'est des équations un peu différentes. À la fin, il y a des gens, tous les coins de rue, et il faut faire avec eux. Mais au fond, il faut trouver le système qui va permettre d'animer tout ça. Alors, quand vous animez un réseau de retail de 200 magasins dans le monde entier, la seule manière d'y arriver, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde se retrouve dans le cadre de la loi, comprenne quel est le but à faire, à atteindre, et se démerde tout seul pour l'atteindre. Vous, ce que vous fournissez, c'est finalement les règles générales et le système de mesure parfaitement public, dans lequel finalement tout le monde peut arriver à comprendre où il en est, ce qu'il faut faire pour progresser, et voilà. Et c'est la seule manière d'y arriver, parce que si vous êtes là à donner des ordres au téléphone tous les matins, ça ne va pas marcher. Il faut absolument faire appel à l'intelligence des gens et mettre en œuvre, vous voyez, un système un peu global dans lequel les gens vont révéler le maximum de leur intelligence et de leur initiative. Excusez-moi, je ne suis pas très compréhensible ce que je dis. Autre question? Oui. Positionnement technologique. C'est-à-dire quel intérêt pour moi, ingénieur télécom par exemple, de venir chez Ikea plutôt que d'aller me faire du luxe dans une entreprise technologique? Bonne question. Bonne question. D'abord, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est déjà bien de vous poser la question. Ah oui. Oui, la différence. La différence, à la fin, c'est
c'est, si vous voulez, le rôle que vous allez avoir pour aider à construire le rêve qui représente la marque. Voilà. Donc ça, c'est pas facile. Hein, et c'est pas facile, et c'est pas neutre. C'est-à-dire, Vuitton, Dior, d'autres marques, c'est un rêve. Ce rêve tient sur la perfection et la créativité dans plein de domaines. D'accord ? Et arriver à mettre tout ça en musique, c'est compliqué. Hein, voilà. Alors, est-ce que c'est plus compliqué que d'imaginer l'iPhone 7 ? Non. Voilà, c'est une autre forme de complexité. Elle est systémique, d'accord ? Je pense qu'on ne se bat pas avec des lignes de code, mais on se bat avec les 5300 personnes pour arriver, par l'astuce de notre système d'organisation et de management, à faire en sorte que tous ces métiers, très experts chacun dans leur domaine, ensemble, arrivent à construire un rêve aussi performant que le rêve d'Apple. Hein ? Apple va chasser dans le secteur du luxe. Oui, oui, d'ailleurs, il y a certaines fonctions qui viennent chercher chez nous. Voilà. Hein, par exemple, la fonction retail, les Apple Store sont une grande réussite. Ils ont été intégralement pompés sur Louis Vuitton et sur des systèmes retail de luxe comme ça, par M. Steve Jobs lui-même, qui, très astucieux, a vu où était l'excellence et que absolument il pouvait l'intégrer dans son propre système et en tirer bénéfice. Il a bien fait. Hein. Et après, il a travaillé avec d'excellents architectes, il a mis au point un concept boutique qui était parfait. Et si vous voulez qu'on parle de Steve Jobs 2 minutes, je pense que Steve Jobs, ce n'est pas un ingénieur. Hein. C'est quelqu'un qui avait, exactement comme vous le dites, une vision de sa marque, une vision extrêmement intégrée, 360 comme on dit, de tout ça, depuis le design. Bon, vous avez lu sa biographie, j'imagine, et moi aussi, et c'est très passionnant. Effectivement, l'exigence qu'il mettait dans le bouton, le fait que sur l'iPhone, il y ait un seul bouton et pas deux, et ensuite la même exigence qu'il a eue sur la façade en verre de sa boutique à New York, sur la manière dont l'escalier était fait, oui, c'est comme nous. Hein, c'est comme nous, et c'est pour ça que, j'oserais dire, c'est pour ça que ça marche. Hein. Donc, alors Apple, il y en a un qui a compris. Est-ce que ensuite, dans le temps, malheureusement Steve Jobs n'est plus là, est-ce que son successeur, ses successeurs, garderont le niveau de rêve au même niveau? Ça dépend, effectivement, de leur technologie, à laquelle vous pouvez peut-être contribuer, mais ça dépend, je crois, autant de la gestion dynamique de la marque, vous voyez, et sur la manière dont ils vont continuer à gérer leur esthétique, leur publicité, leur retail, leur supply chain. Tout ça doit continuer à être parfait et s'adapter au marché de demain, aux concurrents de demain, etc. Voilà, j'espère qu'ils y arriveront. Mais si le but c'est de s'adapter à l'environnement de demain, là on est en pleine transition numérique, donc on se connecte. Comment ça se fait qu'on ne voit aucune grande maison se positionner sur le secteur des montres connectées, des bijoux connectés, des wearables en général? C'est même le développement qui est Si vous voulez, je crois avoir entendu votre question, et je répète parce que j'espère que tout le monde a l'oreille fine, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux objets connectés alors que c'est ça l'avenir? Si vous voulez, bon, on a essayé, vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais on a lancé un téléphone à une époque. Donc il y a eu un téléphone Dior, et puis Prada en a fait aussi, donc quelques marques se sont lancées là-dedans. Et puis, voilà, on a laissé tomber. On a laissé tomber parce que, si vous voulez, on n'était pas compétitif de ce côté-là. Donc on arrivait à faire un objet qui était, je pense, assez esthétique et assez joli. Mais les gens n'achètent pas un téléphone pour l'esthétique. Enfin, ils l'achètent pour ce que ça fait à l'intérieur. Il y a une lutte technologique féroce. Et nous, si vous voulez, on ne la maîtrise pas, cette technologie. Donc on pouvait être uniquement un licenceur, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire demander à Samsung de faire un téléphone Dior ou à je ne sais pas qui de faire une montre connectée pour nous. On n'est plus dans notre métier, on ne le contrôle pas et on ne va pas le faire bien. Alors, est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Alors, est-ce qu'on se refuse d'utiliser la technologie? Absolument pas. Donc on est actif sur le digital, énormément en communication.
pas trop en vente pour l'instant, et c'est un grand sujet de discussion, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit vendre sur Internet? Moi, je vais vous dire oui. Je vais vous répondre oui, il faut. Mais si c'est pour vendre avec, je dirais, le même cérémonial de vente qu'Amazon, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire. Vous comprenez? Parce que, et aujourd'hui, alors franchement, je vous mets à défi, s'il vous plaît, il y en a un qui vient poser sa candidature chez nous pour mettre au point la cérémonie de vente du luxe sur Internet. On est intéressé par ça. Hein, et il faut qu'on trouve, si possible avant les autres, la manière dont on pourra traduire parfaitement l'esprit de la marque dans une cérémonie de vente. Voilà. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer dans nos magasins, voir qu'est-ce qu'on entend dire par cérémonie de vente. Luciana vous a invité, ou alors à démonter. Et j'espère que vous allez vous rendre compte, d'ailleurs vous pouvez vous-même jouer les clients, essayer des produits, et tout ça c'est gratuit. Et vous allez tomber normalement sur des vendeurs ravis de vous faire vivre une expérience, même si vous n'achetez rien. Et j'espère que ça sera à la hauteur. Mais à travers ça, ensuite aller sur Amazon et dites-vous, ben, finalement c'est quoi la différence? Effectivement, pourquoi ils n'ont pas envie de faire Amazon? Qu'est-ce que j'ai vécu et que je ne trouve pas sur Amazon? Qu'est-ce que je devrais faire? Et ça, on va l'inventer. Et le jour où on l'a, on va être e-commerce à fond. Nos camarades travaillent un peu dessus déjà. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas justement sur ce service de vente, je ne sais pas si Dior vend déjà ses parfums et cosmétiques en ligne, Oui. par exemple pour Berlin, est-ce que vous ne pouvez pas vous inspirer de ce que fait déjà sur... Non, c'est le cas, c'est le cas. Parfums et cosmétiques sont vendus sur Internet, sur le site Dior, hein, et bien sûr chez Sephora et les différents distributeurs autour du monde. Donc ça, c'est le cas. Non, si vous voulez, bon, c'est pas tout à fait, oui, c'est pas tout à fait la même cérémonie de vente. Le parfum est pour nous un produit un peu plus d'accès, beaucoup plus distribué, dont on contrôle nous-mêmes beaucoup moins la cérémonie de vente. Hein, donc, bon, voilà. Internet, si vous voulez, c'est un distributeur comme un autre. Hein, à ce niveau-là. Oui? Je suis en double diplôme et je serai ingénieur de Paris et œnologue de Bordeaux. Et ici à Paris Agrotech, je suis spécialisée en génie des procédés. Et lorsque j'étais à Bordeaux, je ne voyais pas la lumière de jour parce que j'étais dans les chais. Et là maintenant, je suis dans des usines pour être responsable de production avec des cadences de 30, 40, 50 tonnes heure de produits finis. Et là, je serai possiblement en apnée. Et j'ai donc une formation assez technique. Et je n'ai pas forcément beaucoup d'imagination toujours. Est-ce que j'aurai un avenir dans ce métier de retail comme Luciana, comme la demoiselle, par exemple? Ben, vous savez, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas. Ah, et puis, vous êtes sûrement trop modeste quand vous parlez de vous-même. Moi, je crois que Luciana vous avez pas, évidemment, elle vous a raconté quelque chose qui fait penser à ce que vous dites. Elle n'avait pas envie de faire des robots et pas envie de faire du pétrole toute sa vie. Voilà. Et elle tente une autre histoire. C'était pas écrit d'avance. Hein, et voilà, d'ailleurs, elle est toujours en train de tester. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'elle va performer là-dedans? Moi, je l'ai vu ce matin. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle devienne la meilleure de son magasin. Vous voyez, parce que c'est ça qui est drôle. Et évidemment, derrière, ça lui donnera accès à une brillante carrière. Voilà, moi, je crois que on ne se connaît pas encore bien, mais on peut vous voir, si vous le souhaitez, Manuel ou moi, et Dès lors que vous avez la motivation, voilà. l'intérêt pour le client, l'intérêt pour le produit, et prêt à effectivement vivre une expérience terrain en magasin, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune en tout cas, barrière au départ, bien sûr. Oui. Question peut-être Pardon? J'ai une question sur un aspect peut-être un peu plus psychologique. Ayant travaillé dans différents groupes, est-ce que vous avez l'impression que dans le luxe en particulier, il y aurait un contexte ou même des valeurs, ou même vous parlez d'un rêve qui fournit une certaine unité au sein du groupe et, Ah oui.
des objectifs plus clairs que dans une société particulière. Non, mais vous touchez un point super important, c'est-à-dire, évidemment, le rêve de marque est incroyablement fédérateur. Hein, et je dirais, c'est une motivation partagée par tout le monde. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, nos vendeurs, bon, le métier de vente, c'est un métier, je ne sais pas ce que vous en pensiez avant l'amphi de ce soir, ou ce que vous en pensiez dans votre vie antérieure. Et peut-être que vous vous dites, c'est pas le métier le plus enviable de la Terre. Ce qui est sûr, c'est qu'un vendeur d'une marque comme Dior a dans la marque le soutien et le motive de manière incroyable. Hein, ça, c'est sûr. Il faut imaginer que toute cette publicité qu'on déverse sur le public, de différentes manières, évidemment, nos équipes le reçoivent en premier. Hein, et je dirais même le reçoivent plus que les autres. Hein. Donc, évidemment, ça contribue à ce rêve, hein, qu'on partage tous. Ça, c'est un premier volet de ma réponse. Le deuxième, c'est que, et je reviens sur le fait qu'on se manage dans le non-dit. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Hein, c'est-à-dire, personne n'est en train de faire une to-do list aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Par exemple, il y a quelque chose de miraculeux. On a samedi, le 24 janvier, notre défilé homme au Tennis Club de Paris, et le 26 janvier, notre défilé haute couture au Musée Rodin. Bon. Ces dates, je dirais qu'il suffit de la fixer, et instantanément, tout le monde dans la boîte sait ce qu'il a à faire. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le 26 janvier, le 24 janvier, donc il y aura un défilé homme parfaitement organisé. Tout le monde aura fait ce qu'il a fait pour que ce soit prêt. Tous les ouvriers, ouvrières de l'atelier, tous les fournisseurs extérieurs, la société de production du défilé, la société de casting de mannequins. Tous ces gens vont se rencontrent, uniquement animés par le fait qu'une date soit fixée dans le calendrier. Vous voyez? La société, une marque de luxe, ça marche comme ça, dans le non-dit, autour d'un objectif commun, qui est l'objectif de la marque, ou qui peut être des rendez-vous comme ça. Hein, donc j'espère avoir répondu à une question. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais compléter en disant que, pour répondre à votre question, ce qui fédère aussi beaucoup dans le groupe toutes ces maisons sont bien sûr effectivement des images de marques, des marques très fortes et qui ont une histoire pour la plupart d'entre elles. Et derrière ces marques, il y a aussi des métiers d'artisanat et des savoir-faire très forts qui fédèrent toutes ces maisons et qui donnent envie de préserver et de pérenniser ces savoir-faire qui, pour certains d'entre eux, ont plus de 100 ans d'existence et sont en plus, c'est un patrimoine français extrêmement précieux qui motive beaucoup de nos collaborateurs parce qu'on a envie de préserver et de porter haut les couleurs de la France. Et c'est un rayonnement extraordinaire de la France à l'international et c'est ce qui fait aussi que dans le monde entier, en Asie, en Chine, en Amérique latine, des consommateurs achètent ces marques parce que derrière, il y a des savoir-faire et un artisanat tout à fait unique. Et ça, c'est très fédérateur au sein du groupe. Voilà, et qu'il faudra, vous savez que la France, c'est un peu désindustrialisé, on puisse dire, pour mille raisons. Bon, moi, je pense c'est en train de s'inverser, hein, c'est-à-dire, et vous êtes peut-être la première génération qui va arriver sur le marché, j'espère, pour réindustrialiser l'Europe, on va dire, j'espère la France au passage. Hein, mais bon, l'Italie, par exemple, ils sont descendus moins bas que nous, hein, dans la préservation de leur savoir-faire industriel, et là, je pense que ça va rebondir très très fort. Alors, la baisse de l'euro, en plus, c'est formidable, évidemment, ça va beaucoup aider. Et on va rentrer là dans une période, à mon avis, beaucoup plus favorable. J'espère que l'environnement fiscalo-réglementaire ira dans le bon sens. Malheureusement, on ne contrôle pas. Mais bon, voilà. Mais supposons que ce soit le cas. Je pense que donc, là, les ingénieurs vont être, je pense, mis à contribution pour reconstruire hein, toutes
tous les ateliers, toutes les usines, tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour arriver à produire les quantités qu'il va falloir produire pour nos marques. Alors, je vais là-bas. Oui, c'est vous, cher ami. Quel avenir, quel regard portez-vous sur l'avenir du luxe en général et l'évolution du marché du luxe à long terme, à savoir peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Allez-y, allez-y. Dans le sens où peut-être que je me trompe, les marchés occidentaux, je pense, commencent à s'éroder par rapport d'un point de vue de la clientèle. Et la clientèle vient de plus en plus de marchés émergents et tout ça. Donc à long terme, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Oui, alors après, je ne suis pas sûr de détenir la vérité. Je vous donne mon point de vue. Moi, je pense que si vous voulez, ça. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous que les clientèles occidentales, par exemple, vont décliner. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, je dirais aujourd'hui, je dirais ce qu'on vend en Asie est très important. Hein, c'est-à-dire, les années 90-2000, ça a été la croissance très forte des produits de luxe en Asie. D'abord au Japon, puis dans le monde chinois. Je crois que, si vous voulez, je vois, je fréquente beaucoup de jeunes, à travers mes enfants, leurs amis, etc. Et je crois qu'au contraire, il y a un intérêt extrêmement fort pour ces marques. Donc ce n'est pas forcément aujourd'hui des consommateurs, mais je pense qu'on est en train d'éduquer des gens qui seront de très importants consommateurs du luxe dans les années à venir. Voilà. Tant qu'on sera capable d'offrir des produits d'exception qui feront rêver, et ça nous crée Voilà. une sorte de challenge effectivement pour être toujours plus créatif, plus innovant. Et je pense que ces clients et ces nouveaux clients seront aussi toujours plus exigeants, hein, c'est très clair. Hein, c'est-à-dire, je ne vais pas dénoncer ce qu'on a fait nous-mêmes ou ce que certains de nos concurrents ont fait dans les 15 dernières années, mais on peut imaginer, mettons, que les industriels du luxe, dans 20 ans, quand ils regardent dans les archives de produits, ce qui s'est produit à certaines époques, trouvent que certains ont exagéré à certains moments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, et je pense que si cette exagération-là, elle est condamnée. C'est-à-dire les gens qui ont fait croire qu'un produit était un produit de luxe alors qu'il n'était pas, ça pour moi c'est pas durable. Hein, et je pense qu'on en arrive là déjà à la fin. Hein, c'est-à-dire juste mettre un logo sur quelque chose qui ne mérite pas, ça c'est quelque chose qui est condamné. En revanche, un produit créatif de haute qualité fait au maximum du savoir-faire, ça je pense que c'est un grand avenir. D'autant qu'il y a plus de millionnaires Voilà. sur la planète qu'auparavant. Donc la clientèle existe. Après, à nous, marques de luxe, de leur apporter des produits qui les font rêver. Sachant qu'ils seront de plus en plus exigeants, ça c'est sûr, hein, et connaisseurs. Oui, alors monsieur que j'ai loupé tout à l'heure, oui, vous avec les lunettes. Vous avez parlé tout à l'heure du fondé, pour savoir ce qui était Dior ou pas Dior. J'aimerais savoir comment vous définiriez esthétiquement pour vous la patte Dior. Bah, si vous voulez, oui, alors là, oui, c'est pas facile de répondre en 2 minutes, mais je vais quand même essayer. Si vous voulez, je pense qu'on peut partir d'une silhouette. Hein, on peut partir d'une silhouette, celle qui a été inventée par M. Dior lui-même en 1947, et la manière dont il a fait évoluer cette silhouette pendant les 10 années où il a vécu. Hein. Donc si vous voulez, à travers cette silhouette de départ et ces différents avatars, puisque bon, il a fait une vingtaine de collections de haute couture, hein, jusqu'à sa mort en 1957, et ça a été extraordinaire de voir l'œil que Raf Simons, le designer actuel, que vous avez vu dans le film, a porté sur le travail de Christian Dior. Et il en a révélé la modernité et l'éternité, si vous voulez.
c'est-à-dire en évidemment le mettant au goût du jour et en l'adaptant à une femme qui est aujourd'hui plus grande, un peu différente de celle de 1950. Donc, quand vous voyez ces créations, vous ne vous dites pas, tiens, ça fait 1950. Hein, si vous voyez une robe de Christian Dior dans une photo de l'époque, vous allez vous dire ça. Vous n'allez pas vous le dire quand vous le voyez revisité par Raf Simons. Voilà, donc je pense une silhouette et modernité, hein, et créativité autour pour le rendre toujours actuel. J'ai essayé de répondre à votre question. Il y a quelques codes qui mettent sur la voie. Oui? Selon vous, c'est quoi le cœur de métier de Dior Couture? C'est le marketing, la production, la supply chain? C'est quoi votre cœur de métier? Oui, je vois. Lionel me souffle la bonne réponse, mais je crois que j'aurais fait la même. C'est la création. Hein, c'est la création, c'est le. Vous avez vu plusieurs fois les défilés. Donc je dirais création et savoir-faire. Hein, c'est-à-dire, vous avez vu rapidement, et vous n'avez pas compris parce que c'est passé vite, mais à un moment il y a eu marqué Dior and I. Hein. Dior and I est le titre d'un film qui va bientôt être montré sur Canal+, puis peut-être ensuite plus tard au cinéma, sur le premier défilé de Raf Simons de haute couture en 2012. Hein, donc Raf Simons est arrivé en avril 2012 et en début juillet, il a présenté sa collection de haute couture. C'était le moment où il y avait les murs avec les fleurs. Hein. Donc ça c'était... et donc ce film, les caméras sont rentrées chez Dior et l'ont filmé lui et le travail de développement et de création de cette collection. Je vous invite absolument à voir ce film, si vous en avez l'opportunité. Ça vous fera comprendre de l'intérieur, justement, qu'est-ce que c'est Dior et qu'est-ce que c'est l'acte de création. Et donc, pour vous le résumer, c'est ce dialogue entre le styliste, hein, entre le visionnaire de la marque et le savoir-faire, c'est-à-dire les couturières. Hein. Les héroïnes du film, enfin il y a plus Raf, évidemment, un des héros du film, avec son bras droit Peter, mais les deux chefs d'atelier, Florence et Monique, sont quasiment les deux vedettes du film. Hein. Donc c'est des dames en blouse blanche qui sont couturières au 5e étage de l'atelier. Et si vous voulez, il n'y a pas de robe sans elle. Hein. C'est-à-dire, quand Raf vient les voir, ou Peter avec un dessin, c'est un dessin. Et on les voit dans le film découvrir le dessin, interagir avec les couturières, confier le job à une parce qu'elle le sent un peu mieux, parce qu'elle comprend ce que ça veut dire. Et là va arriver l'acte de création le plus sacré, qui est de transformer l'idée ou le dessin en un volume. Hein. Et ça, c'est le geste de la couturière. Bien sûr, ce geste est ensuite montré à Raf Simons, et il va dire « Oui, je le vois comme ci, comme ça, resserrez-moi un peu la taille, baissez-moi la longueur de la jupe. » Mais si vous voulez, et ce dialogue va être avec la couturière, hein, qui va prendre le commentaire de Raf, remodifier, remontrer. Mais vous voyez, il n'y a pas... L'objet naît à ce moment-là. Il naît de ce savoir-faire de couturière. Hein. Donc, c'est ça le cœur du métier. Hein. C'est ce métier de couture, hein, de couturière, et l'inspiration, l'animation de ce métier par quelqu'un qui a une vision, et qui connaît la marque et qui est capable de la projeter. Vous voyez le film? Oui. Quelle est la place de la recherche chez Dior? Est-ce que vous avez une recherche internalisée? Alors, oui, absolument. D'ailleurs, malheureusement, un des ingénieurs que je voulais amener est dans la recherche, je vais vous expliquer sur quoi. Et puis, il m'a appelé ce matin, il m'a dit, c'est pas possible, on a une réunion avec le studio, pile à cette heure-là. Bon, je sais pas, c'est pris peut-être. Et donc, lui, il faisait de la recherche matière. Hein, c'est-à-dire, donc c'est un des éléments très importants aussi pour arriver à faire des nouveaux objets. Et c'est de trouver ou de faire, d'imaginer des nouvelles matières. C'est-à-dire, bon, voilà, évidemment, vous avez le cuir classique, ça reste un must, ou l'organza, etc. Mais derrière,
vous devez sans arrêt travailler avec les différents fournisseurs pour arriver à imaginer des matières modernes, techniques, qui vont permettre d'avancer. Hein. D'ailleurs, voilà, et cette recherche est indispensable pour créer. Hein. C'est-à-dire, le designer avec son dessin, encore une fois, il n'a pas toutes les clés. Hein. On a parlé du savoir-faire de la couturière, et puis maintenant on parle effectivement d'un aspect de recherche qui est de recherche matière. Alors ça peut être dans les pièces métalliques, ça peut être dans les cuirs, dans les tissus, bien sûr. C'est extrêmement important. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres recherches que ça? Donc, enfin, il y a toutes sortes de recherches de techniques pour arriver à faire des objets plus beaux, hein, ou plus créatifs. Après, il y a d'autres domaines chez LVMH où il y a de la recherche, par exemple, évidemment en cosmétique, beaucoup de recherche pour arriver à trouver d'autres crèmes, des choses qui vont produire une meilleure efficacité, par exemple. Hein. Dans la montre, pas mal de recherche aussi. Vous avez vu qu'on avait sorti chez Tag Heuer des chronomètres qui allaient, des chronomètres mécaniques qui allaient centièmes de seconde. Bon, c'est de la recherche, hein, pour arriver à ça. Voilà, ça dépend un petit peu des domaines, mais toujours effectivement de la recherche. Oui, monsieur. Bonsoir, j'avais une question sur la structure du groupe. Du coup, au début, vous avez dit que c'était question de culture, donc je suppose qu'il y a d'autres exemples. Donc, est-ce que vous pouvez préciser les dépendances? Oui, alors je vous dis tout ça rapidement. Alors, il y a un certain nombre, si vous voulez, il y a deux groupes cotés sur la bourse de Paris. Il y a LVMH et il y a Christian Dior SA. Hein. Christian Dior SA a deux actifs essentiels. C'est Christian Dior Couture et des actions LVMH. Hein, donc Christian Dior SA est le premier actionnaire de LVMH. Dans LVMH, vous avez énormément de marques, dont les parfums Christian Dior. Les parfums Christian Dior, d'ailleurs, tout ça n'a pas été inventé hier matin. C'est-à-dire, Monsieur Dior a créé, avec Marcel Boussac, ou plutôt Marcel Boussac a créé Christian Dior Couture en 1946. Hein, ça lui appartenait à 100%. Et Christian Dior et Marcel Boussac ont créé, quelques mois après, Parfum Christian Dior, dans lequel d'ailleurs Monsieur Dior avait des parts, alors qu'il n'avait pas dans Christian Dior Couture. Ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu la vie des bêtes, si vous voulez, et chaque société a évolué un peu différemment. Les parfums Christian Dior ont fini par être rachetés par les champagnes, hein, par Moët et Chandon. Ensuite, donc, Moët et Chandon, NC, Parfum Dior, a fini par fusionner en 1985, je crois, avec Louis Vuitton, et ça a créé LVMH. Pendant ce temps-là, Christian Dior appartenait toujours au groupe Boussac et a donc été racheté par Bernard Arnault en 1984 quand il a racheté le groupe Boussac. Voilà. Par rapport à votre question. Alors ensuite, est-ce qu'on travaille ensemble? Oui, puisqu'on veut avoir une image commune entre les parfums Dior, qui représentent aussi la marque et la couture. Donc on a beaucoup d'instances de discussion entre nous pour faire en sorte, et beaucoup de dialogues, pour faire en sorte que l'image, bien qu'appliquée à des produits différents et avec des rythmes différents, etc., voire des médias différents, puisque les parfums sont beaucoup plus télévision que nous, voilà, tout ça à la fin donne l'idée d'une marque créative, multiforme, mais une marque. Vous avez une question? Je comprends bien que vous cherchez des profils ingénieurs, mais donc à part la supply chain, et là par exemple vous êtes tous sortis de cabinet de conseil en stratégie ou alors de guide financier, là nous, Télécommun, en deuxième année, avec des maths et une info, à quoi je peux prétendre quand je postule chez vous en termes de stage et de emploi? Est-ce que ça du développement Comme je vous disais, vous pouvez
voilà, votre formation vous donne accès un peu à tous les métiers, peut-être encore une fois en dehors de la création, si la production peut vous intéresser, la supply chain, la finance, le retail. Vous pouvez bien sûr démarrer par un stage aussi pour essayer de comprendre l'organisation et les différents métiers. Je dirais qu'il n'y a aucun métier dont la porte vous serait fermée. Donc après, en fonction aussi de vous, votre intérêt pour tel ou tel département de l'entreprise. Donc là, moi, sans grosse expérience professionnelle, d'un côté business, donc pas forcément super développé, je pourrais postuler en marketing chez Christian Dior. Mais oui, absolument, parce que dans nos équipes de marketing, produit, développement, on a des ingénieurs. Donc ça, bien sûr, c'est tout à fait possible. Après, ce qu'on va chercher, bien sûr, parce que vous n'êtes pas le seul à postuler, il y a d'autres ingénieurs ou d'autres profils provenant d'écoles de commerce par ailleurs. On sait que vous avez, je dirais, les capacités pour opérer, les capacités analytiques. Après, ce qui va faire la différence, ce qui va me donner envie de vous recruter, justement, ça va être la personnalité, ça va être toutes les qualités dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ça va être aussi, bien sûr, votre motivation et votre intérêt pour tel ou tel métier. À la fin, c'est une rencontre dont on sait que beaucoup de gens vont s'y épanouir. Hein. Mais c'est vrai, comme je vous ai raconté mon propre itinéraire, c'est qu'avant de commencer, je ne savais pas. Vous voyez, vraiment, on m'aurait dit, franchement, quand j'étais à Télécom, assis avec vous, avec des lunettes comme vous, que j'allais travailler dans le luxe, j'aurais rigolé. Vraiment rigolé. C'est-à-dire, je n'aurais pas pu l'imaginer. Hein. Et je pense que c'est un peu plus facile à imaginer maintenant, c'est pas pour me donner du crédit, mais c'est plus facile parce qu'on est devenu plus gros, quoi. Vous voyez, on vient vous parler, etc. À l'époque, personne ne serait dérangé pour venir nous parler à Télécom des industries de luxe. Vraiment, là, ça ne serait venu à l'idée de personne de venir et de parler. Voilà, c'est quelques années après, notre industrie, elle n'existait pas il y a 30 ans. Elle n'existait pas. Hein. C'est vrai que c'est une industrie toute jeune, hein, à cette échelle-là. Donc elle a maintenant une importance économique et une visibilité qu'elle n'avait absolument pas à l'époque. Voilà, donc vous avez un peu plus de chances, si vous voulez, de rentrer en contact et éventuellement d'avoir un coup de foudre. Hein. Voilà. Il y avait des questions par là, j'ai loupé. Ah, mademoiselle. En fait, j'aurais aimé savoir un peu plus précisément comment se passe un peu le processus de recrutement dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des particularités, des étapes? C'est un processus assez classique, donc vous nous adressez votre CV avec une lettre de motivation et après j'ai des équipes qui vont organiser un rendez-vous et vous présenter des opérationnels. Parce qu'en général, ce ne sont pas seulement les équipes ressources humaines qui recrutent, c'est toujours une collaboration avec un responsable de service qui va aussi valider votre candidature. Donc c'est essentiellement des entretiens individuels? Oui, absolument. La spécialisation, vous préférez un ingénieur qui a fait du technique jusqu'au bout, par exemple entre le vanille et choisi de reste ingénieur, le génie industriel, vous préférez qu'il fasse une spécialisation économique, gestion d'entreprise? Est-ce que ça joue pendant l'embauche ou pas du tout? Non, encore une fois, je dirais que la structure, ce qu'on disait, les capacités analytiques, techniques, on part d'un a priori que vous les avez et elles ont été bien construites. Après, encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est votre intérêt pour notre métier, pour notre industrie, pour nos produits. C'est vrai que si vous postulez chez nous et que vous ne connaissez pas du tout la marque, vous ne connaissez pas les produits, vous n'êtes jamais allé dans une boutique Dior, dans un entretien, c'est vrai que forcément, vous n'allez pas vous distinguer par rapport à d'autres candidats. Donc c'est plus sur ces aspects-là de motivation, d'intérêt, de ah ben voilà, ça m'intéresse, j'ai vu ça dans telle boutique, ou j'ai vu que vous faisiez ça sur tel marché, ou moi demain j'aimerais bien faire ça de telle manière, qui va nous donner envie de vous recruter et de vous intégrer dans la maison, plutôt que d'avoir fait telle ou telle spécialisation dans votre cursus d'ingénieur. Et moi je vous conseille de faire clair, vraiment... c'est clair. Oui, c'est très clair. Et je complète en disant, faites ce que vous avez envie de faire maintenant. Hein. Si. Oui, allez jusqu'au bout de votre envie et faites-le bien. Devenez bon là-dedans et on vous fera faire peut-être complètement autre chose. Ça, c'est possible. Mais
vous n'aurez pas perdu votre temps, vous aurez compris quelque chose sur vous-même et vous aurez creusé un domaine. C'est ce qu'il y a de mieux. On les a calmés. Alexandre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Merci d'être venu. Ah bah j'ai encore 2 questions. Je pose une question, c'est est-ce que aujourd'hui encore, alors que vous avez des années d'expérience, votre diplôme vous donne une certaine légitimité auprès des centraliens, polytechniciens, par rapport à vos collaborateurs? Non. Non, vraiment, ça, le diplôme c'est pour démarrer. Après, je veux dire, même, ouais, bon, j'en ai parlé aujourd'hui, mais j'y pense jamais, quoi. Vraiment jamais. Non, on est et puis vous allez voir, il y a des gens qui réussissent vachement bien, qui ont des diplômes moins brillants que les vôtres. Enfin, ça rend très modeste. Hein. Donc, c'est la vraie vie. Hein, je veux dire, moi, je pense que l'enseignement qu'on a reçu, cette formation de classe prépa, je pense que c'est un gros atout. Hein, mais voilà, on peut réussir sans aussi. En tout cas, le diplôme lui-même. Désolé. Non, non, mais la vérité. Ne sois pas désolé. Non, mais le diplôme, je me permets pour là. Après des années d'expérience. Le diplôme n'a pas. Enfin, il a une valeur relative. Il sanctionne ce que vous êtes, enfin sanctionne au sens positif du terme, ce que vous êtes à l'issue de la formation et qui résulte d'abord de formations antérieures, des épreuves, enfin du concours à travers lequel vous êtes passé ou de la sélection, quelle qu'elle soit. Voilà, donc il a une valeur, mais une valeur qui est relative, comme l'a dit Serge. Plus vous avancez dans votre carrière, plus cette valeur est relative. Dieu merci, il y a des gens qui réussissent sans être passés par là où vous êtes passés. J'ajouterais quand même que ça permet parfois d'abord de rencontrer des gens, c'est-à-dire que quand même, il y a des communautés, hein, il y a des effets communautaires, donc c'est vrai que l'annuaire, qu'il soit électronique, enfin, que ce soit LinkedIn, que ce soit peu importe quelle forme il prend, mais joue, hein, et même longtemps après, hein, quand même. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui reste, même si, encore une fois, je pense que arrivé là où est Serge, où on est au bout de 20 ans, 30 ans, de toute façon, le diplôme, le réseau, etc., ne remplacera pas la valeur de l'individu, quoi qu'il arrive. Quoi. La valeur, c'est... le diplôme ouvre une porte, mais derrière, pour franchir le seuil de la porte, c'est la valeur de l'individu qui fait la différence, quoi. Jamais personne recrutera quelqu'un simplement parce qu'il a fait une école plutôt qu'une autre. Quoi. Voilà, enfin, je pense que... C'est un passeport. Hein, c'est un passeport, C'est voilà. un passeport. Voilà. Après, enfin, si je puis me permettre juste pour réagir par rapport à tout ce qui a été dit, enfin, et remercier, enfin, il restait une question peut-être, je voulais juste vous rajouter juste 2-3 mots pour dire tout à l'heure, vous avez parlé des qualités, enfin, tu as parlé de la question sur quelles étaient les 2-3 qualités dont tu pensais qu'elles avaient pu être déterminantes, et puis vous avez complété. Moi, j'ai été marqué par le fait que ce que vous avez dit, c'est ce qu'on dit tous aujourd'hui, au bout d'un certain temps, quand on est dans la fonction RH, c'est ce qu'on dit. Moi, je voudrais insister parce que ça a des valeurs, je pense, universelles, en tout cas, qui transcendent largement le cas de Dior, même si après, ça s'exprime différemment. L'écoute. Enfin, moi, je dis, la première qualité d'un individu dans une organisation, c'est l'écoute. Ça, c'est important parce que on n'est pas forcément toujours assez à l'écoute, et c'est l'écoute du client. Aujourd'hui, toutes les entreprises, on parlait du fait numérique. Le fait numérique fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, même celles qui sont très en amont de la chaîne, se préoccupent du client final. Donc l'écoute et l'écoute du client est absolument fondamentale. Donc aller sur les lieux de vente pour voir ce que le client, même quand on est dans des fournisseurs de 3e, 4e rang, c'est fondamental parce que la valeur, elle est dans la relation avec le client. De toute façon, donc la valeur d'un individu, il est dans une organisation, il est dans sa compréhension du client final. La capacité à se remettre en cause. Ça aussi, ça me paraît absolument indispensable. Alors nous, il se trouve que dans les télécoms, on a été bien formés, parce que si vous voulez, comme je dis souvent, moi je suis sorti il y a 30 ans de cette école, comme toi, je veux dire, il y a des tas de marques qui n'existent plus. Je veux dire, on sait ce que c'est que l'impermanence des choses. Vous parliez du fait que dans vos métiers, les positions ne sont jamais acquises. Tu as parlé de Sephora, mais nous, ingénieurs télécoms, on est bien placés pour savoir que les positions ne sont jamais acquises. Donc moi,
je vous alerte, enfin je crois que je l'ai déjà dit à certaines occasions, enfin notamment l'amphi la rentrée solennelle, etc. Dites-vous bien que les positions ne sont jamais totalement acquises. Et donc la capacité à se remettre en cause en tant qu'individu, la capacité des entreprises à se remettre en cause est fondamentale. Les entreprises qui sont les cimetières des entreprises, ce sont celles qui n'ont pas su se remettre en cause, rénover. Et même des entreprises aujourd'hui qui marchent, qui sont encore vivantes, américaines, qu'on parle de Microsoft, IBM, on parlait d'IBM tout à l'heure, ou même quand vous regardez Google, c'est des gens qui renouvellent, qui se renouvellent en permanence. Et parce que même les entreprises qui marchent aujourd'hui sur le net sont des entreprises qui se renouvellent, qui se remettent en cause en permanence. Vous avez évoqué alors, les qualités de l'ingénieur, hein, évidemment le sens, tu as parlé de la méthode, etc. Je pense que c'est effectivement notre supériorité sur beaucoup d'autres diplômés d'avoir cette rigueur. Mais effectivement, on nous reproche d'être parfois un peu trop au cerveau gauche, et donc il faut acquérir le cerveau droit. Et là, j'ai bien compris que quand on est dans l'industrie du luxe, là, on marie son cerveau gauche et son cerveau droit. Donc je voudrais simplement, je me permettais, je sais pas, ce ne sera pas le mot de la fin, je laisserai évidemment à Serge le soin de dire le mot de la fin, ou à Alexandre, mais en tout état de cause, je pense que, dites-vous bien que beaucoup de choses qui ont été dites là valent pour tous les métiers que vous pourrez être amené à exercer dans quelque entreprise que ce soit. Voilà, je crois que vraiment, alors évidemment le luxe présente cette caractéristique d'être un secteur particulier. On a parlé de la place de la création, mais regardez une voiture aujourd'hui, l'automobile, enfin regardez comment PSA, il se trouve qu'on a beaucoup de relations avec PSA. Et regardez les pubs de PSA, il y en a des magnifiques, des pubs de Peugeot. Hein, quand ils vous expliquent, cette pub que j'adore, vous la connaissez, celle dont ils expliquent le travail du designer pour mettre le minimum de distance entre vous savez, le grain de la route et le grain de la peau. Ça, c'est une image. Enfin, je veux dire, c'est une pub que le secteur du luxe ne renierait pas. Et toutes les entreprises, quand vous discutez avec les entreprises, quel que soit le domaine dans lequel elles sont toutes à la recherche de la même chose. Alors évidemment, quand on est une marque de grande distribution, sur des produits de gros volumes, etc., on ne l'aborde pas de la même manière que Dior. Mais voilà, excusez-moi, je m'égare un peu. Mais c'est pour dire que, moi j'étais très très heureux d'assister à ce programme, mais dites-vous bien que ça a des valeurs d'universalité, même si après ça se décline de manière différente. Puis il y a des métiers techniques quand même à LVMH. Hein, je disais tout à l'heure à Serge, quand il arrivait, vous avez une ancienne élève, enfin une diplômée qui s'appelle Marieke Flamand, FLAMENT, je donne son nom parce qu'elle ne travaille plus chez Dior, enfin chez LVMH, mais elle a commencé en Chine, parce qu'elle était dans la fonction IT. Hein, donc réseau système d'information de LVMH, parce que le groupe a effectivement des réseaux, etc. Donc il y a aussi des métiers techniques, enfin là vous ne l'avez pas dit, probablement pas dans la maison Dior, si aussi, voilà. Donc il y a aussi la production, de la supply, de l'IT. Voilà. Et de l'IT en particulier, parce qu'il y avait la question, mais nous ingénieurs télécoms. Oui, bien sûr. Voilà. Donc excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais Serge, je te laisse quand même peut-être le mot de la fin, mais je voulais vous remercier encore une fois de ces interventions, toutes et tous. Bon, bah écoutez, c'était en tout cas un plaisir d'être là, d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. On est disponible, hein, on n'est pas très difficile à trouver sur Internet. Donc n'hésitez pas à nous écrire, soit pour des questions, soit pour si vous avez envie d'essayer quelque chose avec nous. Voilà, je crois qu'on a vos questions ont permis d'aborder, je crois, les ressorts fondamentaux. La notion de rêve, hein, je crois, est important. Je crois qu'elle est un élément fondamental de la société qu'on veut construire. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il faut qu'on entre là-dedans avec des rêves pour nous et pour nos enfants. Et voilà, dans ce métier qu'on fait, le mieux possible, c'est justement ça, la construction solide de rêves, si vous voulez. Voilà, la construction concrète de rêves, et c'est pour ça qu'on y est heureux. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, on est lucide, quoi. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas victime de nos propres rêves. Mais, je sais pas, vous avez sûrement pensé quelquefois, ça doit être bien de travailler dans le cinéma. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi, hein. C'est-à-dire, on construit de manière minutieuse et méthodique et très professionnelle quelque chose qui va permettre à d'autres gens d'éprouver du bonheur. Hein, je dis souvent, finalement, il y a une chose qu'on ne voit jamais, c'est des gens sortir de nos magasins en portant un paquet qu'ils ont acheté, en faisant la gueule. Ça n'arrive pas. Vous pouvez aller voir
les gens qui sortent de boutique en ayant acheté quelque chose, ils ont un sourire jusque là. Bon, voilà. Et ça, je pense que ça montre le travail qu'on fait, qu'on essaye de faire. Et encore une fois, dans l'exigence et avec jamais rien d'acquis. Et voilà, en le faisant, nous, on se marre bien. Voilà. Merci.